Du coup, je vous présente rapidement. Vous avez à la fois les noms de nos différents invités et leur donc Raphaël, qui est VP chez Thales Digital Factory, spécialisé dans les startups, l'innovation digitale. Anne Gerbin, qui travaille chez Air France depuis quelques années et qui suit tout ce qui est innovation et RH au sein du groupe. Romain Herbeau, qui est chez Adobe ou Adobe, si on veut faire un peu américain. Gabriel Sarrazin, qui travaille chez Pôle emploi, qui accompagne la direction sur tout ce qui est transformation et révolution technologique et RH, en quelque sorte. Et Benoît Serre, qui est à la fois directeur des ressources humaines de L'Oréal France, et puis qui a aussi un titre, il est vice-président de l'ANDRH, je pense que c'est l'Association nationale des DRH, un truc fou comme ça, quoi. Ouais. Alors vous avez chacun un micro, justement, peut-être je vais commencer par vous, Benoît, en tant que vice-président de l'association des DRH, qu'est-ce que vous pouvez nous dire un peu sur ce qui a déjà changé dans les entreprises en général et en termes d'hybridation au cours de ces 2 dernières années? Bonjour à tous déjà. Qu'est-ce qui a déjà changé? Je pense que la partie la plus intéressante, c'est que les entreprises comme les salariés ont découvert, à cause de cette crise, ou avec cette crise, qu'il y avait une alternative au modèle habituel de travail. Elles l'ont découvert de manière certaine, je dirais c'est une espèce de test and learn, elles n'avaient pas le choix. Ce qui m'a frappé, c'est que quand le premier confinement a été décidé, les entreprises ont découvert qu'elles avaient des trésors d'agilité qu'elles ne soupçonnaient même pas. Elles ont découvert aussi que leurs salariés avaient des trésors d'adaptabilité qu'ils ne soupçonnaient pas non plus. Et enfin, qu'on n'était pas obligé de faire 23 réunions et 300 PowerPoint pour prendre une décision. Mais c'est vrai. Et qu'en fait, le système était beaucoup plus fluide, ou plutôt les gens qui le composent, entreprises ou salariés, étaient beaucoup plus fluides qu'on le soupçonnait, et que c'était le système qui l'avait alourdi. On est plus agile qu'on ne croit, en fait. Exactement. Et les gens sont plus... On peut faire plus confiance qu'on ne fait confiance de manière naturelle. Ce qui est frappant, c'est que l'entreprise avait petit à petit, pour tout un tas de raisons sur lesquelles on ne va pas s'étendre, mais avait petit à petit alourdi un système presque contre sa propre volonté, et presque en tout cas contre la volonté et le bon sens même quelquefois, quoi. Donc je pense que c'est ça l'un des éléments. Le second élément, qui, j'avoue, m'amuse, c'est que là, depuis maintenant 1 an et demi, tout le monde dit management par la confiance, vous connaissez le truc, comme si c'était une nouveauté. Le bouquin La société de défiance, il a dû sortir dans les années 2000. C'est pas nouveau, quoi. On a découvert que quand on fait confiance aux gens, qu'on leur donne les moyens de travailler et qu'on les manage correctement, ils sont bien meilleurs que quand on les contrôle, on crée du reporting, on les soupçonne. Et j'ai toujours été frappé, j'ai dû certainement être coupable aussi de ça, des trésors d'imagination que les entreprises imaginent pour contrôler 5% des gens qui ne jouent pas le jeu, ce qui consiste à emmerder les 95 autres qui, eux, jouent le jeu. Donc voilà, donc je pense que j'espère que ça va durer. Puis pour finir, parce que c'est un peu le thème d'aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, dans les boîtes, on parle même plus de télétravail, en fait. On parle d'hybride, c'est une norme. Moi, en septembre 2021, j'ai constaté chez L'Oréal que 98% des éligibles au télétravail avaient signé l'avenant. Donc j'ai acté publiquement le fait qu'on était passé en modèle hybride. Et que c'était comme ça. Et qu'on n'allait pas revenir en arrière. Mais j'ai dit, puisque pendant des années on a organisé le non-hybride, permettez-moi de vous dire que je vais organiser l'hybride. Et que l'hybride, c'est pas l'open bar. Alors ça, on va... Ce que vous avez dit tout à l'heure était assez intéressant. Parce qu'à un moment, enfin tout était intéressant, mais il y a un moment où on a le sentiment qu'il y avait une sorte d'injonction au télétravail, quoi. Celui qui ne le faisait pas, c'était un ringard. Non, non. L'hybride, c'est une forme de liberté, mais dans l'organisation collective, c'est pas l'open bar non plus. On va y revenir un peu sur ce qui reste à faire. Peut-être, Gabriel, alors vous êtes chez Pôle emploi. C'est pas une administration, mais c'est un service public. J'ai envie de vous demander, est-ce que de l'intérieur, chez Pôle emploi, c'est aussi ça que vous avez vécu, à la fois ce choc et cette nécessité de transformation? Complètement. En fait, dans un établissement comme Pôle emploi, où on est 55 000 collaborateurs répartis sur tout le territoire français,
Alors certes, on est sur de l'hybride, mais ça passe quand même par le prérequis du télétravail. Et alors je pensais, on est maintenant nous à 84% depuis notre dernier accord là en 2022. Je pensais avoir un chiffre impressionnant, mais je vois que L'Oréal en a un encore plus important, ce qui n'est pas le cas de toutes les entreprises quand même, en tout cas sur le territoire français. Et on est passé de 7% de télétravailleurs à 84% en 2022. Et donc ça a été un accélérateur énorme en fait, cette crise, pour faire évoluer les usages, mais aussi pour faire évoluer les mentalités. Où chez nous, on avait d'ailleurs un quota de télétravailleurs. Pourquoi je parle de télétravail? C'est que certes, on est sur de l'hybride, mais qu'il ne peut pas y avoir d'hybride sans télétravail pour autant. Et maintenant, nous n'avons plus de quotas. On a mis en place un accord beaucoup plus souple, avec aussi tout un volet où on expérimente pendant 15 mois, on est à peu près au tiers de notre expérimentation, de nouvelles modalités de travail. Et de nouvelles modalités qui sont sur du travail hybride, où on donne vraiment, et c'est du management par la confiance, comme vous l'avez évoqué, où on donne vraiment des marges de manœuvre au collectif, parce que tout se joue, je pense, sur l'hybride pour moi, au niveau du collectif, de l'équipe en agence chez nous, ou de l'équipe en structure, au niveau du service. Et de la manière dont l'équipe va pouvoir, à son niveau, s'emparer de l'organisation, inventer en fait une nouvelle façon de travailler ensemble autrement, manager avec plus de confiance, accompagner aussi les agents qui ont besoin d'évoluer un peu plus et dont la maturité digitale n'est pas encore au rendez-vous. Dans des entreprises comme Pôle emploi, où on a une moyenne d'âge de 46 ans, on a des gros écarts, on en parlait tout à l'heure, entre des nouveaux entrants qui vont être complètement au fait de l'utilisation d'outils et d'autres personnes qui ont plus d'ancienneté. Donc l'hybride, il a été vraiment accéléré par la crise. Il demande pour autant un très fort accompagnement. Et c'est pour ça, moi qui travaille à la RH de Pôle emploi, c'est un sujet qui me tient à cœur. À la fois, on a beaucoup investi pour mettre en place un télétravail innovant qui aille jusqu'à 3 jours de télétravail pour les fonctions support, 2 pour ceux qui travaillent plutôt sur le réseau. Et en même temps, on met en place les outils tels que Microsoft Office 365 pour pouvoir être outillé et arriver à faire du collaboratif. Et on accompagne, et ça fait en effet bien des années qu'on accompagne toute une démarche de performance par la confiance, parce que ça n'est pas si évident, et on a commencé à essaimer, et aujourd'hui, on en voit les bénéfices. Ouais. Anne, un des sujets, pour l'instant, alors chez L'Oréal, il y a des usines, mais on a beaucoup parlé aussi des cadres. Pôle emploi, c'est un métier qui peut se faire en grande partie à distance, même si vous avez fait du présentiel. Dans un groupe comme Air France, j'imagine que vous avez aussi une population qui ne peut pas travailler à distance. Hein. Même s'il paraît qu'un jour, les avions pourraient être pilotés par des ordinateurs ou des gens très loin, ça c'est peut-être Raphaël qui nous dira que Thales prépare ça, mais est-ce qu'il n'y a pas un risque quand même, là on a parlé des points positifs, est-ce qu'il n'y a pas un risque dans des entreprises, et une entreprise comme la vôtre, qui est finalement une césure, une cassure qui s'opère, que le télétravail et que l'hybridation soit un peu pour une entreprise à 2 vitesses, avec ceux qui doivent mettre des bagages dans la soute, ceux qui doivent piloter des avions, et ceux qui peuvent, qui sont des cadres finalement, oui effectivement, travailler à distance. Est-ce que c'est une question que vous vous posez dans un groupe comme Air France ? Absolument. Chez Air France, évidemment, vous prenez l'avion, vous allez à l'aéroport, on vous charge vos bagages, on vous aide à vous enregistrer, vous passez. Tous ces gens-là, ils sont dans l'aéroport. Donc, les agents d'accueil, vous allez monter dans l'avion, vous allez être accueilli par une hôtesse, un steward, vous allez croiser le pilote, le copilote. Eux, ils n'ont pas été hybridés. Oui, mais et c'est quand même, je dirais, les 3/4 des effectifs, un peu plus de la moitié des effectifs d'Air France. Et puis les mécaniciens, ils s'occupent des avions, et donc bon. Mais ce qui est intéressant, c'est que ce sont des personnes qui déjà depuis très longtemps, pour beaucoup, travaillent à distance dans le monde entier. Et donc l'organisation s'est adaptée et depuis longtemps travaille pour permettre à des gens à travailler à distance.
de façon très claire. Depuis, par exemple, si on prend l'exemple des services RH, ça fait depuis plus de 15 ans que tous les salariés peuvent accéder à leur service RH à distance. C'est le cas dans beaucoup d'organisations, mais pas forcément depuis aussi longtemps. Et puis, quand il y a eu une crise neige, on a renforcé la capacité de travailler à distance avec les outils. Donc, cette dichotomie distance-présence, on l'a toujours entre les fonctions support et les fonctions opérationnelles. Notre démarche, c'est d'être très pragmatique et de faire en sorte que tout le monde puisse être éligible à un mode hybride. Alors, pas dans les mêmes proportions, bien sûr, mais on réfléchit de façon à ce que, y compris quand on est hôtesse steward, si par exemple on a besoin de1 jour de formation sur des outils qui ne nécessitent pas de venir au siège, eh bien, pourquoi pas le faire à distance ? Vous voyez, des réflexions comme ça. Donc, on cherche à faire en sorte que cette notion d'hybridation, elle soit possible pour tout le monde, mais dans les faits, elle l'est déjà, puisque c'est la nature même du travail. Mais c'est très important en termes d'équité interne, de façon à ce qu'il n'y ait pas une cassure au sein de l'organisation. Poser cette question. Raphaël, dans un groupe d'ingénieurs, alors il y a aussi des tas d'usines dans le groupe Thales, mais il y a aussi beaucoup d'ingénieurs, vous travaillez beaucoup avec ce monde digital. Est-ce que vous avez le sentiment que le bureau sert encore à quelque chose, ou est-ce que vous ne pourriez pas juste vous dire on est en train de bosser sur la prochaine génération de métavers, de réalité virtuelle, et donc finalement nous aussi on pourrait tout faire à distance, l'hybridation totale? Alors en fait, la question qu'on se pose, donc, chez Thales, donc, il y a 30 000 ingénieurs, c'est de se dire finalement que le bureau sert, mais à quoi on veut l'utiliser. Et finalement, même si on a mis à jour nos outils pour travailler à distance, il y a quand même des activités qui sont plus efficaces quand on se croise. On se passe la main sur l'épaule, on se tape dans la main, on se sourit, on se voit, mais de manière très proche. Et finalement, on est en train de repenser, on l'a déjà fait sur plusieurs sites, nos bureaux et sur l'usage de nos bureaux, avec deux grandes approches. La première, c'est de dire finalement le bureau doit être un endroit agréable, puisqu'effectivement tout le monde n'a pas forcément un jardin et une chaise longue pour faire son télétravail. Et donc, et de se dire aussi qu'il faut repenser les espaces en fonction des usages. Donc typiquement, on a des endroits, par exemple, plus calmes quand on veut coder, faire un rapport, une note. Et ça, ce sont des espaces qu'on a organisés comme on organiserait une bibliothèque, par exemple, dans les universités ou dans les villes. On a des espaces où on a besoin de travailler, de créer ensemble en interne, puis surtout avec nos clients, où il faut qu'on puisse bouger, écrire sur les murs. Donc on a des espaces un peu de créativité qu'on a ouverts. Et le point le plus important qu'on a vu, c'est qu'on ne voulait pas que tous les gens du lundi ne voient que les gens du lundi, tous les gens du mardi, etc. Et donc, on a créé un petit outil avec plein d'intelligence artificielle pour faire tourner les gens et faire qu'ils se croisent en fonction déjà de leurs équipes, des équipes avec qui ils travaillent, et puis pour recréer une petite dose de surprise et sérendipité pour que finalement des bonnes idées émergent quand les gens se croisent. Donc ça demande un peu de discipline, hein, un peu d'ordre, c'est vrai, parce qu'effectivement, chaque début de mois, on va affecter les jours. Donc, on ne choisit pas forcément ces jours. Donc, on reçoit les rotations. Et en fonction de son activité, on a une zone. En fonction des équipes avec qui on travaille, on a un jour. Et comme ça, on évolue. Alors, bien sûr, on s'adapte en fonction des de différents agendas, rencontres clients, etc. Mais on a voulu recréer un petit peu de chaos pour qu'on puisse avoir de bonnes idées. On commence à enchaîner sur la deuxième partie de questions. Avant de poser à tous un peu la question sur, maintenant qu'on a dit qu'on avait plongé dans la piscine parce qu'on n'avait pas le choix, c'est un peu qu'est-ce qui reste à faire, mais je voudrais poser la question à Romain. Vous êtes un fournisseur de solutions qui permettent de faire que le télétravail soit plus efficace, l'hybridation plus efficace. Est-ce que vous avez senti cette accélération dans les usages très nettement pendant la crise Covid? Est-ce que ça a été un décollage vertical, et est-ce qu'une fois que cette période-là est passée, il en reste quelque chose, ou est-ce qu'on va vers un retour à une forme de normalité comme avant? Alors, pour d'abord répondre à la question, il suffit de regarder les marchés financiers et ça répond un petit peu à la question quand même, hein, sur les cours des actions des boîtes de techno. Mais je vais peut-être venir une étape en arrière. En fait, on est en présence de 4 entreprises françaises et une entreprise américaine. Et en fait, je pense qu'il y a un sujet quand même qui est très fort.
On dit souvent qu'on a 1 an et demi, 2 ans, je dirais même pas de retard, mais de différence avec les États-Unis sur certains sujets. Et on a eu la chance, il y a 15 jours, d'avoir notre PDG qui est venu à Paris. Et en fait, il y a vraiment 2 mondes qui sont en train de se creuser entre les États-Unis et le reste du monde, notamment sur cette notion d'hybridation. En fait, l'hybridation aux États-Unis, ça n'existe plus. Les gens ne viennent plus au bureau. Non, mais il faut se le dire. Et c'était déjà le cas avant le Covid. Peut-être pas dans tous les secteurs, mais c'est vrai que dans la Silicon Valley ou dans la finance à New York, effectivement... Non, mais c'est quand même une réalité. C'est-à-dire que nous, on propose à nos salariés de ne plus jamais venir au bureau. Et on n'est pas les seuls. Là, Microsoft est là, etc. C'est-à-dire qu'on pousse certains de nos salariés à dire ne venez plus jamais au bureau si vous le souhaitez. Oui, j'ai vu même Airbnb qui dit vous pouvez travailler d'où vous voulez dans le monde, quoi. Donc c'est une vraie question. Et je vais mettre les pieds dans le plat. On a des problèmes de productivité qui arrivent de manière très forte aux États-Unis en ce moment, sur notamment la partie développement. Alors pas la prod, ce qu'on appelle la production, c'est-à-dire la maintenance des outils existants, mais sur la partie créativité. Aujourd'hui, dans les grosses sociétés, on a plus de mal que les scale-up, les start-up qui de toute façon ont toujours travaillé, parce qu'aujourd'hui, elles ont des salariés un peu partout, elles n'ont pas de bureau quasiment depuis le début. Mais notre PDG nous a clairement dit, aujourd'hui, sur la partie maintenance des outils existants, on est bon. Sur la partie créativité, on n'est pas bon. L'impact de productivité n'est pas bon. Alors que vous avez des outils. Alors qu'on a des outils. Donc je dis ça parce que j'espère qu'on ne va pas perdre ce lien en Europe. J'insiste parce que c'est quand même une particularité. Et je dois vous dire aussi qu'il y a un sujet, j'en parlais avec Flora juste avant, qui ressort énormément. Il nous a dit c'est incroyable à quel point les sujets de sustainability sont présents, top of mind, excusez-moi pour tous les anglicismes, mais sont très présents dans la tête de tous les dirigeants en Europe, puisqu'il a fait le tour, il a rencontré 4 patrons du CAC 40, il a fait la même chose en Allemagne le lendemain et en Angleterre. Et en fin de semaine, il ne parlait plus que de ça. Et il nous disait, aux États-Unis, c'est pas du tout un sujet. Et donc, je pense qu'on est en train de voir un espèce de fossé, notamment entre l'Europe et les États-Unis sur ce type de sujet. Mais sur la question, j'insiste, d'hybridation, c'est assez impressionnant. Aux États-Unis, dans beaucoup de secteurs, ce n'est plus un sujet. Je pose la question du coup peut-être à Benoît, dans une multinationale, est-ce que l'hybridation, ça veut dire que ça ne sera pas one size fits all pour faire un anglicisme, ou est-ce qu'il faut dans un grand groupe comme le vôtre que les règles soient un peu les mêmes partout, puisqu'on va basculer sur, il faut construire, ça ne doit pas être open bar et il faut avoir des règles quand même. Hors pandémie, parce qu'en pandémie selon les pays, au UK ils étaient à 100%, enfin bon. En fait, que le choix qu'on a fait, nous, c'est de dire le collectif, la présence, fait partie de l'ADN du groupe L'Oréal historiquement. Donc le tout télétravail, culture ou pas culture, Amérique ou pas Amérique, c'est pas prévu. Bon, ça nous pose des problèmes du coup, parce que notamment sur certains métiers de la tech, etc., où les offres sont comme ça. Moi, le pari que je fais dans le monde entier, alors c'est vrai que ce que dit Romain est vrai sur la différence entre les États-Unis et la France, mais on va trouver la même en Europe du Nord, en fait. C'est parce qu'il y a une espèce de culture très ancienne. Vous savez qu'avant la crise, il y avait 3% de télétravailleurs en France, réguliers. Aujourd'hui, on est à 26% à peu près. Je parle de contrôle de Pôle emploi, mais on avait à peu près 26%. Donc c'est-à-dire que de toute façon, on est passé au côté de la rivière. Selon les métiers, effectivement, vous l'avez dit tout à l'heure, chez L'Oréal, il y a 50% des gens qui peuvent télétravailler. Parce que j'ai des usines, des centres de distribution, des machins. Donc ça, nous, le premier choix qu'on a fait, c'était de dire le full télétravail, c'est pas une option. Et si vous dites full télétravail, il faut pas venir chez L'Oréal. Parce qu'on est convaincu que ça serait destructeur de l'entreprise. Pourquoi ? Je ne sais pas si vous vous souvenez, pour les gens âgés comme moi, il y a quelques années, il y avait un grand patron d'entreprise que je citerai pas par charité capitaliste, qui avait évoqué les entreprises sans mur. On va peut-être pas construire des entreprises sans gens non plus, parce que sinon il n'y a plus rien à la fin de l'histoire. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que la dimension collective. Puis l'autre point, et ça c'est intéressant ce que Romain vient de dire, parce que nous on l'a vu, et on le sait, si la productivité individuelle n'est absolument pas touchée par le télétravail ou l'hybride, la productivité collective, c'est épouvantable. Épouvantable. Parce que les gens ne travaillent plus ensemble, il n'y a plus de coopération. Et ça, c'est en dehors des sentiments d'appartenance ou pas d'appartenance. Donc je ne suis pas sûr qu'il faille suivre la mode. D'ailleurs, aux États-Unis, certains sont venus un peu en arrière. Apple, qui avait d'annoncer tout le monde en télétravail, ce serait formidable, même en baissant les salaires de ceux qui paraissaient s'installer dans le Montana, il a finalement reculé. Et non seulement il a fait pire, il a imposé des jours de télétravail. Chez Apple, vous devez être en télétravail le mercredi, vous devez être le lundi, mais c'est interdit le vendredi. Donc, vous voyez, donc tout le monde est en train de se rendre compte quand même que alors comme DRH,
ce que je trouve bien, c'est qu'on s'est enfin rendu compte avec cette crise que quand les gens sont pas là, ça marche moins bien quand même. Non mais c'est vrai. Moi je me souviens, certains de vos confrères, aussi brillants que vous, me disaient, est-ce que vous pensez que l'intelligence artificielle va remplacer les DRH? Alors j'en disais non, parce que ça m'arrange pas sur un plan personnel, mais indépendamment de ça, la question était incroyable. On avait l'impression que tout allait devenir de l'intelligence artificielle, de la data ou de l'algorithme. Ben, cette crise a montré que c'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Voilà, donc bon, il y aura des différences de culture, comme il y a toujours eu des différences de culture. On ne connaît pas la grande démission en France parce qu'on a un marché de travail qui n'est pas fluide, contrairement aux États-Unis. Bon, c'est comme ça. Mais les différences de culture resteront, mais je ne crois pas du tout. Ou alors vous changez de modèle économique du travail, pourquoi pas? Dans ce cas-là, dans des pays à protection sociale comme la France, vous faites comment? Tout repose sur le CDI et la protection sociale. Donc ça veut dire que c'est un changement radical. On verra. Je serai à la retraite, mais on verra. Sur ce qui reste à faire, pour poursuivre ce que vient de dire Benoît, sur ce qui reste à faire, peut-être un peu. Gabriel, vous disiez, nous, il faut qu'on arrive à faire un peu comme disait Flora, faire corps, continuer à faire esprit d'équipe. On voit bien une des limites, vous l'avez dit, c'est la productivité collective, au-delà de la productivité individuelle qui peut progresser. Comment est-ce qu'on se pose cette question justement sur les projets collectifs? Et je reposerai ensuite un peu la même question à Raphaël, c'est-à-dire comment est-ce qu'on apprend à travailler en équipe dans un mode hybride? Alors, moi, j'aurais tendance à positiver dans le sens où je prends ça comme vraiment un excellent levier justement pour repenser le travail en équipe. Et c'est vraiment comme ça que nous, on s'en est saisi. Je vous parlais de la maille du collectif en fait, et de l'équipe où en fait, on a proposé ce qu'on appelle chez nous des boosters pour aider à se poser les bonnes questions, repenser son organisation. Et ce que nous disait Flora tout à l'heure, c'est que l'important, c'est la relation. Pour moi, la relation est vraiment, c'est pour le tester au quotidien que je vous le dis, parce qu'on le pratique tous dans nos équipes. La relation, elle peut être tout à fait à distance. Et la collaboration, j'évoquais le projet Office 365 tout à l'heure. Toute l'équipe projet, on est plus d'une 50aine. On est tous à distance. Tous nos comités, tous nos suivis, tous nos échanges et toutes nos réflexions, elles se font à distance. Et ben, je peux vous dire qu'on est vraiment sur la même longueur d'onde, continuellement en relation, et que c'est un projet qui est suivi, où il y a une dynamique, avec des temps de regroupement, bien sûr en présentiel, mais assez rare pour autant. Donc en fait, moi, ce qui me semble vraiment essentiel, c'est de créer ce levier et de penser, et c'est ce qu'on essaye de faire, et ce qu'on fait à Pôle emploi, on en fait un programme en fait d'entreprise où on met en relation toutes les directions pour travailler sur le travail ensemble autrement, ce que ça représente, on a évoqué les différents volets, en termes d'évolution des espaces de travail, en termes d'évolution également du numérique, de l'outillage numérique des collaborateurs, en termes de transformation aussi du management et d'accompagnement des agents, des managers. Tous ces volets-là, ils sont à investiguer, il faut absolument qu'on les investisse. Vous n'avez pas toutes les réponses, mais vous posez au moins toutes les questions. Alors, mais on ne fait pas que se poser des questions, on a déjà beaucoup avancé sur ces sujets et on arrive à travailler en hybride. Et juste une dernière chose, moi je pense que ça a été évoqué par Benoît en début de table ronde, le test and learn, il est indispensable. C'est-à-dire que sur ces sujets-là, il faut pas avoir peur de tester et de rectifier. Et on a mis en place un dispositif d'évaluation aussi qui nous permet aussi de mesurer la performance pour, comme on disait tout à l'heure, continuer à être efficace. Et la relation de service, elle est indispensable. De service pour nous, c'est la priorité. Et aussi la performance sociale. Et je vais m'arrêter là parce que je vais laisser la parole aux autres. Mais il y a toutes les conditions aussi qui sont à réunir en termes de qualité de vie au travail. Également, que je n'ai pas cité, avec un nouvel accord qu'on a mis en place aussi sur le droit à la déconnexion, sur des journées blanches où on s'interdit la visio partout dans l'entreprise pour laisser aussi du temps de travail en proximité, et bien d'autres sujets encore. Raphaël, sur cette nécessité de faire équipe, je pense que dans les métiers dont parlait Benoît tout à l'heure, effectivement chez les développeurs, on sait, moi j'ai rencontré plein de boîtes dans lesquelles les développeurs, la première question qu'ils posent avant c'était « vous êtes à la Défense ?» donc non, maintenant c'est « est-ce que je peux travailler de Barcelone ?» Comment est-ce que dans un groupe comme Thales, vous dites au-delà de l'obligation de venir un jour de temps en temps, on peut créer un sens de collectif?
Alors en fait, dans notre approche sur les nouvelles manières de travailler, on les associe toujours avec les nouvelles manières d'apprendre. Donc c'est nouveaux travaux, nouveaux apprentissages. Et on a fait deux choses. Une qu'on a déclenchée très vite avec la crise Covid, parce qu'on a des pans entiers de la société qui sont arrêtés, notamment liés à l'aéronautique. C'est d'ouvrir complètement nos mécanismes de formation, d'apprentissage autonome. Donc on a demandé à tous nos partenaires d'augmenter les nombres de licences et on a des milliers, vraiment des dizaines de milliers d'heures de formation qui ont été consommées par nos collaborateurs. Donc ça a été un premier volet et on a maintenu post-crise cette capacité, cette possibilité. Et la deuxième chose qu'on a introduit, qui est en train de se déployer, et on a vraiment l'ambition de le faire au moins dans toute la population ingénierie et si possible dans tout le groupe, ce qu'on a appelé des learning moments, donc des temps d'apprentissage communs. Dans toutes les divisions numériques, c'est le mardi matin, donc on s'arrête. Et effectivement, on travaille ensemble par métier, par discipline, et on se forme sur des sujets très concrets qu'on peut tout de suite appliquer, puisque l'objectif, c'est aussi d'améliorer notre productivité. Et on se forme aussi sur des disciplines adjacentes pour augmenter notre capacité à travailler ensemble. Et donc, on se donne aussi des objectifs de certification. Et finalement, on s'aperçoit que, d'une part, c'est très fortement suivi. Donc ça, c'est une très bonne nouvelle. Deuxièmement, on s'aperçoit que d'un point de vue opérationnel, c'est intégré dans les discussions avec nos clients pour qu'ils comprennent bien, hors problème de support et catastrophe, bien sûr, que le mardi matin, effectivement, il y aura moins de choses faites parce qu'on sera en train d'apprendre. Et par ailleurs, ça a un impact très fort sur l'attraction et la rétention, parce que sur des histoires de salaire, on ne pourra pas être compétitif par rapport à des boîtes américaines, par exemple. Mais effectivement, sur ces sujets d'engagement, de formation et d'apprentissage continu, effectivement, ça fait une vraie différence. Anne, sur vos points de vigilance, vous diriez que c'est quoi, vos points de vigilance sur ce qui reste à faire tout à l'heure? Benoît disait qu'il ne faut pas que ça soit open bar. Vous dites, c'est quoi les points sur lesquels il faut qu'on soit, peut-être pas intransigeant, mais sur lesquels il faut qu'on travaille plus sérieusement que d'autres? Je pense que chez Air France, comme dans d'autres entreprises, pour les populations éligibles, il y avait pour certains une très forte attente de télétravail, et pour certains même presque tous les jours, etc. Et on est absolument convaincus qu'il est indispensable d'avoir un cadre. Pourquoi? Parce que les activités de production individuelle, elles se font très bien à distance, on l'a constaté. Il y a des activités de type call center, elles se font très bien à distance, mais il y a des activités qui se font beaucoup moins bien à distance. C'est la construction du collectif, on en a parlé tout à l'heure. C'est aussi tous ces moments où on se rencontre de manière informelle, et c'est ce que professeur Linda Gratton de la London Business School appelle les strong ties, weak ties, les liens forts, les liens faibles. Et les liens forts au sein des équipes, on les a, ils fonctionnent, y compris avec une combinaison distance. Mais en revanche, ce qu'on constate, plusieurs études l'ont montré, une étude Microsoft, son étude récente, notre questionnaire envoyé à l'ensemble des personnes éligibles, c'est que les liens faibles, ils ont réduit. Pendant les périodes de Covid, où on a été vraiment en confinement, il y a une réduction des liens faibles. Et ça, c'est embêtant parce que, justement, c'est le lien avec l'innovation qui est quand même capital pour toutes nos organisations. Ce qu'on sait, c'est que l'innovation, elle a aussi un lien avec la sérendipité, elle a aussi un lien avec des connexions entre plusieurs choses. Et donc, il est absolument essentiel de maintenir ces liens faibles, pas seulement pour la culture d'entreprise et le sentiment d'appartenance, bien sûr, c'est la première notion fondamentale, mais aussi pour garder une capacité de créativité et d'innovation. Et donc, en ce qui nous concerne, on a tendance à inciter... Bon, d'abord, on a un cadre qui est fixé, c'est-à-dire pas plus de temps de jours de télétravail par semaine, fixe ou optionnel qu'on peut déclencher comme ça, mais en plus on fait en sorte d'inciter vraiment les managers à faire venir au bureau et à faire travailler au bureau déjà pour les moments collectifs de l'équipe, mais aussi pour tous les moments de transformation, d'incertitude, et également pour tous ces moments qui sont émotionnellement forts et pour lesquels l'ensemble des sens doivent être mobilisés.
et je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Flora tout à l'heure, quand vous faites un entretien d'évaluation annuel, c'est pas du tout la même chose de le faire à distance derrière une caméra que de le faire en face à face. Vous n'avez pas l'odorat, vous n'avez pas le toucher, vous n'avez pas la sensation, vous n'avez pas la proximité, vous n'avez pas le small talk avant, vous n'avez pas le small talk, désolé pour l'anglicisme, après, qui fait que ça peut devenir une expérience conviviale, sympathique et agréable en présentiel, pas forcément du tout en distanciel. Donc, pour toutes ces raisons-là, on pense qu'il est fondamental d'être au bureau, de venir au bureau, de partager au bureau. Après, c'est effectivement une question d'équilibre. Le point de vigilance, c'était votre question. Il y a quelques métiers qui sont complètement éligibles au télétravail à 100%, y compris, par exemple, des agents, des personnels d'agence qui étaient en province et qui souhaitent rester en province et qui donc travaillent maintenant dans des activités de type call center. La problématique, quand une personne est à 100% au télétravail, c'est vraiment une minorité, mais quand même elle existe, c'est que quand il y a l'évolution de carrière, quand on ne souhaite pas bouger, quand on a un besoin d'un moment au bout de 10 ans de changer de métier, ça c'est compliqué. Voilà. Donc je pense que on y réfléchit en termes d'équilibre et surtout en termes de nature d'activité, de façon à ne pas perdre le sentiment d'appartenance au collectif, le plaisir de travailler ensemble, et puis aussi une capacité de création et d'innovation. Sur la partie créative, Romain, on a l'impression qu'on peut être efficace pour produire ce qu'on sait déjà faire, qu'on a peut-être un peu plus de mal à créer l'étape suivante. Est-ce que c'est aussi ça qui doit être un point de vigilance selon vous, ou est-ce qu'on a des pistes pour réussir à créer justement ce travail d'équipe créatif ? C'est une bonne question. En fait, on voit deux grandes tendances. On a une tendance sur les solutions qui sont très adaptées au mode hybride, d'accélération forte. Pour répondre à votre première question, on a une accélération très forte sur des sujets de signature électronique, sur des sujets de plateforme digitale. Je vous donne un exemple. On équipe Nike sur la partie plateforme où on va acheter ses produits. Ils ont atteint leurs objectifs de digitalisation, donc d'achat direct sur la plateforme Nike en un an, là où leurs objectifs qui étaient à 6 ou 7 ans. Donc en fait, sur cette partie-là, on voit une accélération naturelle. Et après, sur les outils, pour revenir sur la question, sur les outils créatifs, donc les outils, on va dire, un petit peu plus matures, là, en fait, les outils qui suivent, on va dire, la croissance des populations en entreprise et en dehors, ce qu'on voit, c'est on a racheté pas mal d'outils qui permettent d'amener du lien collaboratif autour des sous-outils créatifs. Donc on part de, je dirais, un métier qui est très application. Donc application, on est sur son ordinateur, sur son desktop, et on a ces applications mises à disposition, à des plateformes de créativité. Donc ça répond quand même, on voit qu'au niveau techno, qu'est-ce qui se passe ? On s'adapte à ce nouveau monde et on met énormément de liens autour de ces outils qui étaient un petit peu stand-alone les uns entre les autres, qui permettent de travailler à la fois en mode projet, ce que tout le monde connaît, mais aussi à la fois de trouver des nouveaux usages de créativité. Quand vous entendez parler du métavers, vous dites que ça peut être une solution pour les entreprises ou c'est un gadget pour les gamers ? Non, alors le métavers, c'est intéressant parce qu'à nouveau, Adobe a un rôle très important, parce qu'on ne le sait pas obligatoirement, mais c'est d'ailleurs pour la petite histoire, on a racheté une entreprise il y a quelques années qui était à Clermont-Ferrand, qui s'appelait Allégorithmique et qui est le leader mondial de la texturisation 3D. Donc je vais vous parler un tout petit peu technique, mais c'est intéressant, c'est qu'en fait, dès que vous avez un univers 3D quel qu'il soit, vous avez un fonds, et ce fonds, c'est une entreprise française à Clermont qui a développé avec l'université de Clermont-Ferrand, qui a été racheté par Adobe et qui est devenu les leaders mondiaux de la texturisation 3D. Donc en fait, on est assez bien positionné sur cette partie 3D. Et en fait, pour tout vous dire, le Metaverse, après, c'est notre vision qui est assez simple de la chose, mais il y a plusieurs visions. Il y a des grands univers de Metaverse qui existent déjà. Nos enfants sont dedans, peut-être certains d'entre vous le sont, ils sont aussi quotidiennement. C'est des jeux comme Roblox, j'ai plus tous les noms, Assassin's Creed, enfin je connais pas tous ces univers, mais c'est des univers dans lesquels vous avez déjà des concerts en live, vous avez déjà des boutiques, et en fait, ça c'est ce qu'on appelle les métavers, où l'idée c'est que potentiellement il y en aura 3 ou 4. Vous pourrez aller acheter votre voiture dans un métavers, etc. Donc c'est assez facile à capter, c'est peut-être pas... Mais est-ce que l'entreprise aura son métavers ? Non, alors l'entreprise, en fait, après le reste du métavers, c'est vous pouvez créer une expérience quand on va sur le web de l'entreprise 3D. Mais en fait, l'idée du métavers, je crois que c'est un grand mot qui est assez, qui est pas galvaudé, qui est réel.
Ça va changer, c'est un peu, certains vous disent c'est le web 4.0 de manière assez simple. Ça va être, on est beaucoup, le fait qu'on ait de moins en moins accès à la donnée fait qu'on veut avoir une approche de plus en plus customisée, de plus en plus dédiée aux consommateurs. Donc à partir de là, et de plus en plus personnalisée. Donc à partir de là, je pense que le métavers va juste permettre d'arriver dans un monde qui vous correspond plus qu'un site internet assez banal. Mais je crois que le mot, il faut pas en avoir peur, c'est une réalité. Donc il y a et nous, ce qu'on vend aux entreprises, c'est soyez ce qu'on appelle 3D ready. Soyez prêts pour la 3D. Il y a plein d'éléments. Il y a des éléments de sécurité, on y reviendra, vous y reviendrez après, etc. Mais il ne faut pas avoir peur, je pense, du métavers. C'est pas galvaudé, c'est une réalité, ça existe déjà. Vous avez le des bureau concerts, virtuel avec des lunettes, vous y croyez pas trop. Non, mais ça existait déjà, c'est Second Life. Enfin, j'y crois pas du tout. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est pas une question de ça. Ça existe déjà. Je citerai pas mais bon, j'ai vu une grande boîte du CAC 40 l'autre jour où le board était tout fier de montrer qu'ils avaient fait ils disaient on a fait notre board dans le métaverse. En fait, ils ont repris Second Life et il y avait 3 avatars. C'est pas ça le métavers. Enfin, je veux dire, on n'est pas sur ce genre de sujet. Le temps file. Il y a un point qu'on n'a pas abordé et moi qui m'intéresse en tant que manager, c'est j'ai l'impression qu'on a inventé le mode hybride pour le salarié. Alors, je suis aussi salarié, mais que pour le manager, on n'a pas encore trouvé les recettes du manager hybride. Est-ce que c'est une question que vous vous posez dans des grandes entreprises sur qu'est-ce que ça change pour ceux qui doivent encadrer, Benoît ? Oui, nécessairement. Juste un point sur le métaverse, moi, il y a des trucs que je comprends pas, c'est un truc virtuel avec de l'argent virtuel pour des gens qui n'existent pas. Donc mais ça va être mon âge. Donc, non, je plaisante. Mais L'Oréal, il vendra quand même des produits. Non, mais on en a déjà, oui, c'est pour ça, mais mais c'est un concept, ça va venir. Donc le manager 2.0 hybride. Surtout, ça va faire des générations de schizophrènes. Mais donc, non, je reviens sur votre question. En fait, c'est intéressant ces débats sur l'hybridation du travail, en fait, parce que l'hybridation du travail, c'était la dernière phase, puisque tout avait déjà été hybridé. La relation client est hybridée depuis des années. Tu vois ce que je veux dire ? C'est ça que je trouve intéressant, c'est qu'on découvre l'hybridation du travail. Mais en fait, comme la société est en train de s'hybrider déjà depuis une vingtaine d'années, il n'y avait pas de raison que ça continue pas. Du coup, on tombe maintenant dans la phase 2, ou phase 3, ou phase 4, mais qui est 3 choses. L'hybridation du management, pour répondre à votre question, qui du coup génère, de mon point de vue, une réévaluation des critères qui font qu'un manager est bon ou mauvais. Ça, c'est un vrai choc. Dans certaines entreprises, on a beaucoup promu les managers soleil qui n'existent que pas quand ils ont leur piou-piou autour d'eux, etc., etc. Donc ça, c'est fini. Donc c'est pas les mêmes critères. Et d'ailleurs, pendant la crise, on s'est rendu compte que des managers qui n'étaient pas perçus comme des super managers se sont révélés excellents avec leurs équipes à distance, et inversement, qui étaient très bons, perçus comme tels. Donc les critères d'évaluation, de promotion, de reconnaissance, voire de recrutement changent. Premier point. Le deuxième point, c'est qu'effectivement, il faut apprendre au manager à faire fonctionner son équipe tout en lâchant prise, parce que de toute façon, il peut pas passer sa vie à intervenir. Donc l'hybridation du management, c'est vraiment une nouvelle forme. Moi, je ne crois pas. J'étais un peu surpris pendant les 2 dernières années. Il y avait beaucoup de gens, alors, manager à distance et manager pas à distance. Moi, je pense qu'il n'y a qu'un management. Il n'y en a pas 2. Parce que si jamais demain, les gens vivent un management spécial quand ils sont à distance, puis un autre management quand ils sont en présence, ils vont rester à distance. Parce que c'est quand même beaucoup plus sympa de ne pas avoir le manager sur le dos. Donc je pense qu'il faut réinventer c'est la fusion des deux qui est intéressante. Et d'ailleurs, vous évoquiez... Nous, par exemple, on a interdit les entretiens annuels à distance. C'est même pas la peine d'y penser. Parce que ça, c'est un acte de management. Mais c'est pas une affaire de management à distance ou pas de management à distance, c'est l'acte qui fonde. Donc le management à distance, ou le management pas à distance, ou l'hybridation du management, c'est fondé sur l'acte de management. C'est pas fondé sur le profil. Et ça, c'est ça qui est un petit peu différent par rapport à avant. Puis demain, dès aujourd'hui, vous avez l'hybridation des organisations, parce que dès lors que vous avez des gens qui sont dans un modèle hybride, vous devez hybrider votre organisation. Et ça renvoie à ce que disait Anne tout à l'heure, à savoir qu'il va falloir repenser certains métiers pour réorganiser les tâches à l'intérieur, pour concentrer les tâches individuelles à un moment, pour donner du temps d'hybridation ou de télétravail à des gens qui n'en ont pas. Je vais vous donner un exemple très rapide. Il y a une boîte de la grande distribution qui est en train de repenser le fonctionnement de ses hôtes et ses hôtesses de caisse pour leur donner un jour de télétravail par semaine.
au test de caisse. Comment ça se fait? En fait, ils ont découvert, enfin, ils ont regardé, ils ont concentré les histoires de relance de devis, etc., sur une journée. Et donc, ils arrivent à donner une journée à une journée et demie tous les 15 jours, ce qui est incroyable. Donc, c'est pour ça que l'étude qu'on avait menée, la NDRH, avec le BCG, montrait que l'extension du télétravail ne viendrait pas du nombre de jours, mais du nombre de métiers accessibles. Donc ça, et puis après, vous avez la troisième phase, qui est la plus compliquée, notamment pour des pays à modèle de protection sociale forte et coûteuse, c'est l'hybridation des compétences. C'est le fait que, finalement, une espèce de nouvelle mondialisation qui apparaît. On le voit déjà dans la tech, je pense que chez Adobe, il le voit partout. Dans la tech, absolument partout. Et ça, pour le coup, il s'agirait que, notamment, nos responsables politiques se saisissent du sujet. Parce que pour conclure là-dessus, moi, je suis sidéré de constater qu'il y a 0 proposition pendant la présidentielle, et à ce jour, il y a 0 proposition pour réformer le Code du travail, parce qu'il n'a pas été écrit pour le monde hybride. Or, le monde hybride, aujourd'hui, c'est 26% des salariés en France, je parle que de la France, et à horizon 2030, les DRH qu'on a interrogés nous disent c'est 50% des salariés. Donc je crois que cette distorsion-là, et j'étais un peu étonné, je vous cache pas, alors ça c'est au titre de la NDRH, c'est pas L'Oréal, je suis un peu schizophrène, je suis mûr pour le métaverse, c'est le fait que personne ne se saisit de ce sujet, d'un travail ou d'un modèle de travail, d'une relation de travail totalement transformée, mais avec des règles qui ont été écrites à une époque où ça n'existait pas. Je pense que c'est dangereux parce que ça va vous créer une distorsion et surtout ça va faire dépendre les entreprises de la jurisprudence. Et c'est le meilleur moyen de tuer la transformation du travail. Donc le code du travail 2.0 reste à écrire. Merci à tous les 5. C'est quand on fait une table ronde à 5, ça passe encore plus vite que voilà. Donc désolé. Merci à tous les 5 et je vais appeler maintenant nos 2 derniers invités pour cette matinée. Merci à tous les 5.